Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une vidéo de Lina, qui est une chaîne qui publie des vidéos d'archives sur la France, donc qui datent parfois des années 60, 70, 80, et que je trouve très intéressante parce que ça me permet de voir à quel point les Français ont changé en quelques dizaines d'années, à quel point la façon dont on s'exprime a changé, la façon dont on s'habille et même un petit peu la façon dont on pense. Donc là, j'ai trouvé une vidéo assez intéressante sur la perception des Français par des étrangers qui vivent en France et qui connaissent bien la culture. Et comme sur ma chaîne, je fais pas mal de généralités sur d'autres nationalités, je me suis dit que c'était l'occasion de me renseigner un petit peu sur ce que les étrangers pensent des Français. Après, la vidéo date des années 60, donc forcément les choses ont changé, mais je trouve ça encore plus intéressant, à vrai dire, de voir les interactions entre les Français et les étrangers de cette époque. En ce moment, je suis en train d'essayer de faire une vidéo sur les hommes russes, parce qu'il y a quelques mois, j'avais sorti une vidéo sur les femmes russes, et du coup, pas mal de personnes m'avaient demandé de faire la même chose pour les hommes russes, donc j'essaye de le faire. Mais en fait, plus je réfléchis à ce que je pourrais dire, et plus je me dis que mon expérience est vraiment biaisée par qui je suis, le fait que je suis française, que je suis une femme, que je suis jeune, etc. Donc j'essaye de prendre en compte ce genre de biais, ce qui est assez difficile. Au final, je me dis que c'est un peu impossible pour moi d'être complètement objective dans ce genre de vidéo, et qu'au final, c'est pas très grave parce que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a peut-être une expérience différente de la nôtre. Donc je vais sans doute faire cette vidéo sur les hommes russes, même si je sais que je serai pas complètement objective ou représentative. Mais j'essaye d'y réfléchir avant de me lancer à parler et au moins de vraiment me rendre compte des aspects où je suis biaisée, où ma perception des choses est biaisée. Et c'est la même chose pour les pays où j'ai habité et dont je parle, bien sûr. Par exemple, en Angleterre, j'ai surtout habité à la campagne. À l'inverse, quand j'étais en Suède, j'ai habité seulement à Göteborg, donc c'est pas très représentatif. Notre vision des choses dépend aussi pas mal de notre nationalité et des clichés qu'on a sur différentes nationalités. Après, les clichés qu'on a, même s'ils sont pas vrais pour tout le monde, ils ont souvent quand même un fond de vérité. Je m'en suis rendu compte notamment quand je faisais des semestres Erasmus, parce que j'étais avec pas mal de nationalités européennes surtout, différentes, et les clichés que j'avais à l'avance sur ces nationalités étaient quand même assez vérifiés dans l'ensemble. Donc il faut faire attention avec ce genre de généralisation, mais il y a quand même toujours un petit fond de vérité. J'ai entendu pas mal de Russes d'ailleurs qui se plaignaient de leur réputation à l'étranger, surtout les hommes, mais au final, je pense pas qu'elle soit si horrible que ça, parce que la réputation des Russes qui est véhiculée par les Américains, par exemple par les films américains, c'est que ce sont des gens qui sont très durs, très froids, mais aussi qui n'ont peur de rien, qui sont solides, qui font un petit peu peur. Alors que les clichés qui sont véhiculés sur les Français, pour moi, sont largement pires, comme quoi on est faux, hypocrite un petit peu, qu'on est tellement sophistiqué que ça devient dégénéré, que les hommes français sont efféminés et pas très courageux, donc ça c'est des choses qu'on revoit assez souvent quand même, que ce soit dans des dessins animés ou des films ou des choses comme ça américains. Et je trouve que c'est une réputation qui est largement pire. En fait, j'ai remarqué que les étrangers, très souvent, ont un avis assez tranché sur la France. En général, quand c'est des étrangers qui connaissent pas trop la France, leur opinion est assez faussée. Donc je trouve ça intéressant aussi d'entendre des étrangers qui ont vécu longtemps en France et qui peuvent vraiment comparer notre pays au leur. Un truc qui n'a rien à voir, mais pour les francophones étrangers qui passent par ici, ça m'intéresserait de savoir si vous arrivez à entendre la différence d'accent entre le français des années 60 et le français moderne. J'ai remarqué d'ailleurs que les Russes que je rencontre aujourd'hui et qui parlent très bien français ont un petit accent qui me fait penser à l'accent des années 60. Donc je pense que c'est parce que les profs de français russes qui habitent en Russie essayent vraiment de garder ce français un petit peu plus pur, peut-être plus vieille école qu'on avait dans les années 60, et ils ne veulent pas s'adapter au français moderne. Donc ils enseignent un français un petit peu plus ancien à leurs étudiants, et je trouve ça très mignon d'entendre ce petit accent dans la façon dont mes amis russes parlent français. Un petit rappel pour les francophones qui veulent apprendre la langue russe. J'ai un partenariat avec la plateforme d'apprentissage de langue Logios, donc ils enseignent à la fois le russe et l'anglais. C'est une plateforme complètement en ligne, donc vous pouvez apprendre à votre rythme, et elle est très confortable à utiliser. D'ailleurs, sous ma dernière vidéo où j'ai parlé de ce partenaire, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils utilisaient déjà Logios et qu'effectivement c'était une très bonne plateforme. Donc je suis très contente d'avoir ces retours. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à utiliser mon code promo. Encore une fois, je vous encourage vraiment à essayer d'apprendre un petit peu de russe si vous voulez venir pour passer quelques semaines en Russie, ou simplement si vous vous intéressez à la Russie, ou même juste à la politique, parce que c'est quand même assez intéressant d'avoir un point de vue différent sur les choses quand on peut écouter les Russes dans leur langue. Bon, en tout cas, ça m'a vraiment appris plein de choses et ça m'a fait remettre plein de choses en question aussi sur ce qu'on nous dit en France et sur notre vision des choses depuis l'Ouest. Donc n'hésitez pas à aller les voir et je mettrai le lien dans la description. Je n'ai pas été déçue. Physiquement, vous trouvez qu'ils sont Oui, acceptables? oui, même plus. Mais ils sont particulièrement beaux par rapport aux autres Oui, nationalités. oui, particulièrement beau.
L'apparence physique, c'est souvent une question qui revient, que ce soit sur les Français, sur les Russes, et c'est quelque chose qui a l'air d'intéresser pas mal les gens. Mais c'est tellement subjectif que c'est impossible évidemment d'avoir un avis homogène pour tout le monde. Après, il y a des choses où tout le monde est d'accord, donc par exemple en Russie, il y a de très très belles femmes, et par contre les hommes sont un peu moins beaux. Et ça, c'est quelque chose c'est un cliché que tout le monde connaît et qui est assez vérifié, je dois dire, je suis plutôt d'accord avec lui. On a un petit peu une image cliché des Russes parfois dans l'Ouest. Et il y a quelques jours, j'étais dans un centre commercial et je me suis assise dans un café pour regarder passer les gens pendant 20 minutes peut-être. Et il y a plusieurs fois où j'ai vu passer des couples qui étaient tellement typiques de ce qu'on se représente dans l'Ouest par rapport aux Russes. Donc une femme parfaite avec une silhouette impeccable, en leggings moulants avec beaucoup de maquillage et du botox, et l'homme à côté avec une bedaine énorme, pas du tout soignée, qui porte un survêtement. Donc bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça en Russie, mais si vous asseyez dans un centre commercial complètement random à Moscou et que vous restez là pendant 20 minutes, c'est sûr que vous allez en voir passer quelques-uns. Les clichés, c'est pas quelque chose qui se vérifie pour tout le monde dans un pays, mais c'est quelque chose qu'on voit plus dans l'ensemble dans un pays. Et donc il y en a beaucoup qui se retrouvent quand même, qui se vérifient. Un Français, c'est brun, c'est des yeux bruns. Ça, c'est pas tellement grand, c'est plutôt petit. Enfin, pas toujours non plus. C'est de manière assez facile de converser. Le français, c'est pas tellement grand, mais c'est sûr que si elle est danoise, il n'y a pas trop de comparaison possible. Et pour ce qui est de la facilité de converser, comme elle dit, c'est vrai, je trouve que les Français sont beaucoup plus légers que les Russes, donc c'est plus facile d'engager la conversation sur un ton léger et assez superficiel, alors qu'en Russie, ils ont beaucoup d'humour, mais de façon générale, ils sont plus lourds, donc ça prend un peu plus de temps de faire en sorte qu'ils communiquent. On peut avoir des conversations très profondes, etc., mais ils n'ont pas ce charme, cette légèreté des Italiens ou des Français, par exemple. Donc en ce sens, je comprends pourquoi elle dit que c'est facile de parler avec des Français. Les Français aussi ne sont pas réservés en général, ils sont pas timides, et j'ai même envie de dire qu'ils sont parfois très grande gueule par rapport aux autres nationalités que je connais. Physiquement, il n'est pas très sportif. Je crois il n'est pas bien fort, je crois. Il ne fait pas de sport, il est toujours assez... C'est vrai qu'on n'est pas sportif en France. J'ai pas habité dans tous les pays, bien sûr, mais par rapport aux Allemands, par exemple, ou aux Suédois, on va pas du tout à la salle de sport. Et en général, les Français sont assez minces. Bon, on a quand même des problèmes de surpoids maintenant, bien sûr, avec la malbouffe et les choses comme ça. Mais de façon générale, les Français sont plus minces que dans d'autres pays, comme l'Angleterre ou la Russie aussi. En Russie, c'est bien vu d'être un petit peu enrobé pour les hommes, surtout. Enfin, j'ai l'impression que c'est mieux vu d'avoir un petit peu trop de poids que pas assez. Mais par contre, les hommes vont plus faire du sport qu'en France. Et alors, par rapport aux Suédois ou aux Allemands, on ne tient pas la comparaison vraiment. Ils sont toujours sur leur vélo, toujours à courir partout. Ils sont très sportifs. Lorsque je vois un Français, je saurais dire si c'est un Français ou un Américain, par exemple. Je saurais le dire par la façon dont le Français marche. Il est un peu raide, je trouve, par rapport à l'Américain qui est un peu dégingandé. Elle est vraiment trop mignonne, je trouve. Mais bref, je suis d'accord avec elle qu'il y a une différence de démarche entre certains pays. Et je l'ai remarqué en Russie. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je m'étais fait la réflexion en voyant un homme qui marchait de dos. Parce que les Russes sont encore une fois un peu plus larges, peut-être, ou un peu plus gros parfois que les Français. Et donc ça donne déjà une démarche. Et ensuite, c'est bien vu ici d'être plus masculin, de paraître plus masculin. Donc il y a plus de Russes qui vont prendre une démarche qui est un peu plus masculine qu'en France, où les gens sont peut-être un petit peu plus tenus. Et bien sûr, c'est pas forcément le cas dans le centre-ville de Moscou, on va pas forcément rencontrer des gens comme ça. Mais c'est vrai que, surtout en m'éloignant un petit peu des plus grandes villes, je l'avais remarqué plusieurs fois où les hommes ont cette démarche un petit peu caractéristique où ils écartent un petit peu les bras du corps et ils marchent en balançant une épaule d'un côté à l'autre. Et ça, en France, on le voit moins, je trouve. Et les filles? Et la fille? La jeune fille? Elles sont mignonnes. Mais en général, c'est un petit petit. Elles sont petites? Un peu. Je trouve que la question, c'est très difficile à répondre parce qu'on part toujours d'un point de vue de son pays ou d'un idéal. Oui. Et je trouve qu'en France, beaucoup de filles sont un peu disproportionnées. C'est-à-dire ou trop petites ou... je sais pas, c'est pas la forme, par exemple, que je pourrais trouver dans un livre. Oui, elles n'ont pas de forme idéale, alors. Pas de forme idéale. À vrai dire, je suis d'accord avec lui, j'avais remarqué des différences entre les femmes de l'Ouest qui ont un type blanc, caucasien,
qui est partagé par pas mal de pays, mais il y a quand même des différences. Mais je pense que c'est plus lié au final à l'alimentation et au mode de vie que vraiment à la génétique. Parce que par exemple, quand j'étais au Canada, j'ai vécu déjà quelques semaines près de Halifax, donc en Nouvelle-Écosse. Et puis après, j'ai vécu pendant 7 mois, un truc comme ça, à Québec. Et j'avais remarqué que les femmes prennent du poids de façon différente. Donc elles ont tendance à prendre du poids plus comme des hommes, où ça se place autour de la ceinture et autour du ventre. Alors qu'en Europe, ou en tout cas en France, les femmes prennent du poids plutôt dans la moitié inférieure du corps. Et je m'étais dit que cette différence était plutôt liée à l'alimentation, parce qu'au Canada, ils mangent à peu près n'importe quoi. Enfin, en Amérique en général, en Amérique du Nord. Donc je me suis dit que ça pouvait être des problèmes hormonaux, des règlements hormonaux, qui étaient liés à l'alimentation. Je m'étais renseignée pas mal sur les différences de standards entre la France, et enfin l'Europe et les États-Unis. Après, je suis pas sûre que ce soit exactement la même chose au Canada, mais aux États-Unis, c'est vraiment horrible la façon dont ils nourrissent leur population. Ils leur permettent de manger absolument n'importe quoi. Même aujourd'hui, où ils se rendent compte du problème énorme qu'ils ont avec l'alimentation, il n'y a pas beaucoup de changements qui sont mis en place au niveau du gouvernement. Donc là-bas, tout est vraiment régulé par l'argent et peu importe l'impact sur la santé des consommateurs. Donc je m'étais dit que les différences de morphologie entre les Françaises et les Canadiennes, c'était plutôt lié au mode de vie et à l'alimentation que à la génétique. Et c'est pareil, en Russie, il y a plein de femmes qui ont une silhouette idéale, mais c'est parce qu'elles y travaillent. Nous, en France, on fait très peu de sport, encore une fois. Et en Russie, elles peuvent passer beaucoup de temps dans la salle de sport pour vraiment travailler sur leur corps et elles en prennent vraiment soin et elles savent le mettre en valeur. Donc encore une fois, je sais pas s'il y a tant de différences que ça à la base entre les femmes qui ont une apparence caucasienne ou si c'est vraiment juste une question d'alimentation, de mode de vie, de sport, etc. D'ailleurs, je me suis pas du tout renseignée pour l'instant sur les standards alimentaires en Russie. Et ça m'intéresse parce que j'ai fait une école d'ingénieur en agroalimentaire, donc c'est mon domaine. Donc j'essaierai de me renseigner et je vous dirai ce que j'en pense une fois que j'aurai un peu plus d'informations. Elle n'est pas spécialement jolie, c'est vrai. Elle n'est pas spécialement jolie, mais elle sait très bien s'arranger. Elle sait trouver la chose qui lui va. Et en général, elle est très mignonne. Elle a l'accent de ma grand-mère quand elle parle, c'est vraiment drôle. En tout cas, c'est vrai, je pense que les femmes françaises ont parfois plus d'élégance, ou en tout cas c'était le cas il y a quelques dizaines d'années, que dans d'autres pays. En Russie ou aux États-Unis, les femmes sont parfois très élégantes aussi, mais très souvent elles ne savent pas s'arrêter, donc le trop n'existe pas, alors qu'en France c'est vraiment la règle de base où il ne faut pas trop en faire. Et c'est quelque chose que j'apprécie, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Après c'est un petit peu une image qu'on nous plaque dessus maintenant, quand les gens apprennent qu'on est français ou française surtout, ils ont l'impression qu'on est plus élégante juste parce qu'on est française, alors qu'au final il n'y a pas tellement de différence. Et les françaises sont aujourd'hui beaucoup moins élégantes qu'il y a quelques dizaines d'années. Après, pour notre défense, je dois dire aussi que la situation en France a beaucoup changé. J'ai habité 2 ans à Montpellier, j'ai habité un petit peu à Nîmes aussi, et puis je suis passée plusieurs fois par Marseille ou même Paris d'ailleurs. Et c'est très difficile pour une femme en France, si elle sort seule, de porter une jupe ou porter une robe, parce que du coup on attire plus l'attention. Et c'est une très mauvaise idée en France d'attirer l'attention dans certains quartiers, parce qu'on se fait suivre, on se fait siffler, on se fait insulter. À Montpellier, ça m'arrivait quasiment quotidiennement. Quand je rentrais de l'université, il fallait que je traverse le centre-ville. Et presque à chaque fois, sur chacun de mes trajets, surtout le soir, comme j'étais toute seule, il y avait quelqu'un pour venir me voir, me parler, me siffler, me demander quelque chose. Donc si on porte en plus une jupe ou si on essaye d'être habillé joliment, c'est juste stupide, on peut pas se permettre de faire une chose pareille. Et ça prend une énergie énorme de toujours être sur ses gardes, de toujours essayer de se défendre, de réagir. Donc en Russie, c'est vraiment un soulagement pour moi de ne même pas penser à ça en fait quand je vais sortir. Je peux sortir toute seule, porter ce que je veux, il y aura aucun problème. Et en fait, depuis que je suis arrivée en Russie, je me rends compte que les Françaises ont quand même beaucoup d'excuses pour être ce qu'elles sont maintenant, c'est-à-dire un peu plus agressives, plus indépendantes et plus féministes que dans d'autres pays. Parce que aussi, elles n'ont pas une situation hyper simple, je trouve. Ils ont des yeux très belles, vous pouvez dire beaucoup quand vous regardez dans les yeux. Les yeux d'une Française, ils parlent. On se fait une idée de la Française d'après ce qu'on peut voir dans les films français, d'après, je ne sais pas, Brigitte Bardot, une autre actrice, alors que j'avais l'impression que la Française est très retirée, qu'il est difficile d'établir, surtout pour un étranger, un contact avec une Française. C'est un truc que j'ai déjà entendu plusieurs fois de la part d'étrangers sur les Français, et ça m'étonne à vrai dire parce que... Enfin, j'en ai pas l'expérience évidemment puisque je suis française, mais j'avais l'impression qu'au contraire les Français sont habitués aux étrangers, mais j'ai entendu plusieurs fois de la part d'étrangers qu'on est difficile d'accès. Et le pays dans lequel j'ai eu le plus de mal à lier avec les gens, c'était l'Angleterre, parce que les gens sont très chaleureux et très polis au premier abord. Mais en fait, ça veut pas dire grand-chose, c'est très difficile de se rapprocher d'eux en profondeur ou d'avoir une conversation réelle, alors qu'à l'inverse, dans les pays de l'Est, je l'avais remarqué déjà en Pologne et en Russie encore plus,
les gens sont un petit peu des portes de prison quand on les croise dans la rue, mais quand on se rapproche d'eux, quand on commence à discuter, ils deviennent très chaleureux très vite et on peut avoir de vraies conversations. Et j'avais l'impression que les Français sont un petit peu entre les deux. Donc je sais pas, encore une fois, ça dépend aussi du pays d'où on vient, des comparaisons qu'on a. Vous aimez bien les Français? Oui, j'aime bien. Vous en épouseriez une? Non, jamais. Pourquoi? Parce que je crois qu'elle est trop libre. Je crois que nous, en Allemagne, c'est ça, le chef de la maison, c'est l'homme. Quand même, l'homme reste l'homme pour moi. C'est vrai que les Françaises sont très indépendantes par rapport à d'autres pays, mais encore une fois, elles ont des raisons de l'être. Et en fait, je me suis rendu compte depuis que je suis arrivée en Russie qu'il y a beaucoup de Français qui sont très macho et que les femmes sont pas forcément bien traitées en France. Par exemple, j'ai trouvé qu'en Suède ou au Canada, les relations entre les hommes et les femmes étaient assez équilibrées, il n'y avait pas trop de tension par rapport à ce qu'on a en France. Et en France, ça vient aussi beaucoup de l'attitude des hommes qui est souvent très très méprisante envers les femmes. En France, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de rencontrer des hommes surtout un peu plus âgés, de la génération de mes parents ou de mes grands-parents, enfin surtout de mes parents d'ailleurs. Des hommes qui sont très méprisants, qui me prennent pour une idiote parce que je suis une femme. Et ça m'est jamais arrivé à l'étranger, et pas en Russie non plus d'ailleurs. Le pire, je trouve, en France, c'est les conversations qu'on entend entre les hommes sur les femmes. Ça m'est déjà arrivé plein de fois d'entendre des commentaires très désobligeants ou très dégradants sur des femmes, juste parce que ce sont des femmes. Et les Français sont souvent grossiers, etc. Il y en a beaucoup en tout cas. Ce qui est assez drôle parce que en même temps, on a pas mal de Français qui sont à l'inverse très féministes. Et j'ai jamais rencontré d'hommes qui soient féministes en Russie, j'en ai jamais entendu parler. Mais en France, j'en ai déjà rencontré pas mal. Et à vrai dire, je pense pas qu'il soit une solution non plus. Parce que, par exemple, une fois, j'ai été invitée à dîner dans une famille assez traditionnelle, assez vieille école en France. Donc, il y avait la génération des grands-parents, la génération des parents, qui étaient un petit peu plus jeunes que mes parents, je pense. Et on a eu une conversation sur la force des femmes, la force physique des femmes. Et donc, le grand-père disait que les femmes sont, de façon générale, plus faibles que les hommes physiquement. Et le fils, qui était à peu près de la génération de mes parents, disait l'inverse. Il disait qu'il était féministe, qu'il pensait que les femmes étaient très fortes et aussi fortes que des hommes, etc. Et que c'était seulement la société qui faisait que les femmes n'étaient pas aussi fortes que les hommes. Et je voyais qu'il essayait d'avoir mon approbation parce qu'il pensait qu'on faisait partie du même camp puisqu'on était une génération plus jeune et que les vieux, ils comprenaient rien maintenant. Mais moi, j'étais complètement d'accord avec son père, plutôt avec le grand-père. Et je trouve que la génération de mes grands-parents avait une sorte de bon sens qu'on a perdu en France maintenant et qui existe toujours en Russie. Enfin bref, j'ai pas aimé les hommes féministes que j'ai rencontrés parce que je me suis dit que soit ils étaient complètement idiots, soit ils essayaient de gagner des points bonus aux yeux des femmes en essayant de nous dire ce qu'on a envie d'entendre, quitte à mentir. Donc j'ai pas trop aimé mon expérience avec les hommes féministes. Mais bref, tout ça pour dire, je comprends pourquoi les femmes françaises sont plus indépendantes que dans d'autres pays, et c'est pas uniquement de leur faute. Le problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux, parce qu'il y a beaucoup d'hommes en France qui sont convaincus que les femmes sont moins compétentes ou hystériques ou des choses comme ça, et je l'ai vu quand j'étais en école d'ingénieur, je l'ai vu de mes propres yeux qu'on donne plus de poids aux paroles d'un homme, etc. Surtout dans le milieu ingé, agroalimentaire, etc. Et je comprends pourquoi les femmes sont irritées. Après, c'est pas du tout une solution aussi de s'énerver et de devenir très agressive comme on le fait en France, parce que du coup, les hommes sont confortés dans leur idée qu'on est toutes hystériques, et donc c'est un serpent qui se mord la queue et on n'en sort pas. Là où je pense que les Françaises n'ont pas compris, c'est qu'elles pensent que du coup, les qualités masculines sont des qualités négatives, et elles-mêmes n'essayent pas de s'attaquer aux problèmes de façon traditionnellement féminine. Alors que moi, je me suis rendu compte par ma propre expérience que si je suis calme, si je suis posée, diplomate, etc., si je parle avec douceur, les hommes n'ont aucun problème pour écouter. En Russie, bien sûr, j'ai entendu des hommes qui se moquaient de femmes ou qui faisaient des commentaires, etc. Mais on est très très loin du niveau de mépris et d'agressivité qu'on a en France. Je trouve les Français un peu trop, ce que nous appelons dans le langage assez creux des étudiants, baratineurs. Oui, et je suis toujours très gênée quand ils commencent à me baratiner et je dis c'est pas la peine, ne baratine pas, je sais comment sont les Français. J'ai remarqué que les hommes, de façon générale, peu importe le pays, ont tendance à vraiment vouloir impressionner les étrangères qui passent par là. Et pour moi, c'est vraiment mon cas en Russie. Il y a pas mal de fois où j'ai rencontré des hommes russes qui, au début, même s'ils viennent juste de me rencontrer, ils essayent de m'impressionner au maximum. Et ça, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé en France. Donc je pense que c'est un traitement de faveur qui est réservé aux étrangères, peu importe la nationalité et peu importe le pays dans lequel on va. En Allemagne, c'était un petit peu le cas aussi, mais les Allemands sont plus réservés que les Russes là-dessus, donc je l'ai remarqué aussi, mais moins qu'en Russie. Et au Canada, pas du tout. Les Québécois, ils en ont rien à faire des Français.
Si vous voyez les jeunes dans la rue, alors ils sont... Non, je ne vais pas dire mal élevés, mais ils s'en fichent de tout, ils s'en foutent de tout. Ils ne sont pas tellement gentils, tellement polis. Oui, on peut dire impoli un petit peu. Pour un Allemand, même aujourd'hui, je pense que ça doit être un petit choc, sans doute, de venir en France, parce que on est très indiscipliné en France, on est très rebelle, et souvent, surtout les adolescents, on a une attitude un petit peu provocatrice, alors qu'en Allemagne, les gens sont encore très disciplinés. Après, j'ai un petit peu l'impression que c'est une façade en Allemagne, parce que autant pendant la journée, tout le monde se comporte parfaitement comme des citoyens parfaits, ils traversent tous au vert, ils attendent, etc. Ils se comportent très bien. Autant pendant la nuit, les villes changent de visage. Une fois, avec une de mes petites sœurs, on était à Nuremberg, et on avait choisi un bus de nuit pour aller à Francfort, parce que c'était moins cher, comme d'habitude. On était étudiantes, et du coup, on avait pris un bus qui partait en plein milieu de la nuit. Donc on a dû se déplacer à travers la ville en plein milieu de la nuit pour aller jusqu'à la gare, dans le centre-ville. Et la ville était sans dessus-dessous, il y avait plein d'Allemands complètement ivres qui hurlaient dans la rue. Donc c'est vraiment une expérience d'ailleurs d'entendre des Allemands ivres qui hurlent dans la rue, parce que déjà que la langue est un petit peu dure, même en temps normal. Alors quand ils sont ivres et quand ils hurlent, c'est quelque chose à entendre. Quand on est arrivé à Francfort aussi, c'était très tôt le matin. Et pareil, la ville était vraiment saccagée. On était arrivé du côté de la gare et on avait cherché notre bus suivant en traversant quelques rues. Il y avait des détritus partout, des bouteilles par terre. Je me souviens qu'il y avait 2 hommes en peignoir de bain qui finissaient leur soirée apparemment sur le pas de leur porte. Enfin bref, c'était un petit choc. Je suis jamais retournée à Francfort. J'en ai une image indélébile gravée dans ma mémoire. Après, en Allemagne, j'ai aussi habité à Berlin pendant 6 mois, et là, pour le coup, je n'ai pas trop remarqué ce genre de choses. Je pense que ça dépend aussi des quartiers, parce que j'habitais à Charlottenburg, qui est dans l'ouest de Berlin, et qui est un quartier plutôt aisé, très calme, très tranquille, où il y a plein de Russes d'ailleurs. Et du coup, j'ai jamais vraiment remarqué ça. Et même quand j'allais dans le centre-ville, j'y allais parfois à 2h du matin, 1h du matin, à vélo. Et pareil, c'était vraiment très sécurisé, il y avait la police qui circulait exactement comme à Moscou. Je pouvais me promener à toute heure sans avoir peur. Mais pareil, c'était les boulevards principaux de Berlin. Donc de Charlottenburg, il y a une espèce de ligne droite où on peut aller jusqu'à la Brandenburg Gate. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de faire ça pendant la nuit à Berlin, j'avais trouvé ça une expérience vraiment magique, parce qu'on passe à côté le long du parc qui s'appelle Tiergarten, où il y a pas mal d'animaux. Et donc très souvent, je voyais des lapins ou des renards qui débarquaient en plein milieu de la route, qui traversaient tranquillement, qui me regardaient passer. Ils n'ont pas trop peur. Pour ça, à Berlin, me manque vraiment le vélo, surtout en plein milieu de la nuit quand il n'y a personne et qu'on peut prendre toute la place qu'on veut sur ces gros boulevards. C'était vraiment une super expérience. À Moscou, l'année dernière, j'ai décidé d'acheter un vélo aussi. Et j'ai acheté un vélo dans une petite boutique qui était à peu près à 25 km de chez moi. Donc je me suis dit que j'allais rentrer à vélo juste pour l'essayer. Et puis 25 km, c'est pas énorme à vélo en théorie. Sauf que Moscou, c'est pas Berlin, et la ville est pas trop prévue pour les vélos, donc j'ai failli mourir à peu près 14 fois. Le navigateur Yandex a essayé de me faire passer par des 4 voies plusieurs fois, et j'ai fini par me perdre dans un espèce de lotissement qui était barricadé, qui est pas très loin de chez moi. Et je me suis perdue entre les maisons, j'étais toute seule avec un livreur à vélo, un livreur Yandex ou un truc comme ça aussi, qui était sur son vélo et qui me regardait tout le temps et puis qui me suivait un petit peu. Et c'était la nuit. Et puis au bout d'un moment, on s'est fait poursuivre par un petit chien qui aboyait de toutes ses forces et qui nous courait après. Et donc j'ai tourné dans une rue, il a tourné dans une autre rue, et heureusement le petit chien a continué de courir après le livreur Yandex. Donc j'ai pu m'en sortir comme ça grâce au petit chien. Enfin bref, je suis jamais retournée en ville sur mon vélo à Moscou et j'ai pas l'intention de le faire. On n'a pas le respect avant le professeur comme en Allemagne par exemple. On discute avec le professeur, ça je trouve une chose impossible. On peut parler avec le professeur, mais pas dire « Ah, c'est impossible, cette chose, c'est pas vrai, etc. etc. » Ils n'ont pas de respect, ils ne sont pas tellement disciplinés. J'avais remarqué quand j'étais étudiante à l'étranger, surtout dans les pays anglo-saxons, enfin j'ai toujours envie de dire que la Suède c'est un pays anglo-saxon, ce qui n'est pas le cas, mais ils sont tellement américanisés et ils parlent tous anglais, etc. Et ils se comportent tellement comme des anglo-saxons que je les mets toujours dans le même panier. Mais bref, en Suède et au Canada, j'avais remarqué qu'effectivement il y a une relation beaucoup plus de confiance et de respect entre les professeurs et les élèves. Et d'ailleurs c'est assez mutuel. Alors qu'en France, c'est une guerre civile entre les pauvres profs et les élèves. Je me souviens de mon collège et de mon lycée, c'était vraiment la guerre entre nous. Ma mère est prof de français, donc j'ai aussi accès à l'envers du décor. Et je ne comprends pas comment les profs arrivent à survivre en France,
parce qu'ils ont des conditions de travail vraiment très difficiles avec 35 élèves qui sont déterminés à en découdre et qui sont pas du tout disciplinés. Donc je sais pas très bien d'où ça vient, ce genre d'attitude, si c'est lié à l'éducation française qui fait qu'on est vraiment poussé à être rebelle, à remettre en question toute forme d'autorité, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose dans le fond, mais là, dans un contexte de prof à élève, c'est vraiment pas productif, et donc je sais pas comment on va réussir à inverser le cours des choses. L'étudiant français, il faut le connaître. Et je trouve que pour le connaître, c'est assez difficile. Enfin, les Français ne se lient pas très facilement. Souvent, ils sont en petits groupes. Et c'est assez difficile d'entrer dans un de ces groupes. C'est un peu difficile de couper les gels, c'est-à-dire les murs qu'il y a entre nous, les étrangers, et les étudiants français. Je vais demander à une Française, vous voulez danser? Elle dit non merci, et elle danse avec ses amis. Ils sont très différents des Brésiliens. Ils n'accueillent pas bien les étrangers. Ils ne sont pas sympathiques avec les étrangers. Je suis un petit peu étonnée encore une fois. Après, c'est vrai que maintenant que je me souviens des étrangers qu'il y avait dans ma classe quand j'étais en école d'ingénieur, par exemple, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très bien intégrés. Le problème principal, je pense que c'était la barrière de la langue parce qu'ils parlaient pas super bien français. Et du coup, ils avaient beaucoup de mal à suivre les cours. Aussi, les écoles d'ingénieurs en France sont d'assez bon niveau, je trouve. Et donc, par rapport aux étrangers, souvent, on avait quand même un avantage. Moi, j'avais un avantage en allant étudier à l'étranger, en Pologne notamment, où j'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir de très bonnes notes. Et du coup, à l'inverse, certains étrangers qui viennent de cursus un petit peu plus théoriques, où il n'y a pas beaucoup de pratique, etc., ils se sentent très vite perdus en arrivant en France, en école d'ingé en tout cas. Donc c'était le cas pour les étudiants qui travaillaient avec nous pendant un semestre. Et oui, effectivement, ils n'étaient pas tous très bien intégrés. Après, c'est toujours difficile de se faire des amis dans un pays étranger, même si on parle la langue. Et en Russie, les gens sont très ouverts aux étrangers, beaucoup plus que dans les autres pays où j'ai habité. Encore une fois, quand j'étais au Québec, les Québécois, parfois, ils en ont vraiment marre des Français, et je les comprends d'ailleurs. Quand j'étais en Angleterre, c'était la même chose, les gens étaient difficiles d'accès et assez fermés. Je pense que c'est d'une part parce qu'ils en ont marre des touristes aussi, et d'autre part parce que les Anglais sont de toute façon assez fermés. Et même les étrangers qui ont passé des années en Angleterre et qui parlent un anglais impeccable me disent aussi qu'ils ont eu du mal à s'intégrer en Angleterre, ou qu'ils l'ont jamais fait. Donc en Russie, là-dessus, c'est beaucoup plus facile. Mais après, c'est quand même pas facile de se faire des amis, et surtout dans de grandes villes comme Moscou, par exemple, où tout le monde court partout. Et donc on est entouré de gens, on a plein de connaissances, etc. On peut très facilement sortir avec des gens, mais pour prendre le temps de forger de vraies amitiés, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc à Paris, pour un étranger, je pense que ça doit faire à peu près la même impression. Donc voilà, une petite vidéo pour parler des Français. Je suis pas spécialement heureuse de l'image qu'on a toujours à l'étranger. Parfois elle est très exagérée dans le sens positif, et parfois à l'inverse on a une mauvaise image. Bon, je pense que c'est le cas un petit peu pour toutes les nationalités, mais j'ai l'impression quand même que les Français c'est un petit peu comme les chats, soit les gens les adorent, soit les gens les détestent, mais il y a assez peu d'intermédiaires. Mais après, je suis d'accord que c'est un petit peu de notre faute aussi. J'avais jamais compris, quand j'habitais en France et que j'avais pas encore voyagé à l'étranger, pourquoi les étrangers disent que les Français sont arrogants et désagréables. Mais c'est vrai qu'en rentrant en France, après avoir passé du temps dans des pays où les gens sont beaucoup plus ouverts ou amicaux, en tout cas au premier abord, comme à Québec par exemple, les gens sont beaucoup plus chaleureux. C'est vrai que les Français peuvent très facilement passer pour des gens arrogants. Mais quand même, je pense qu'on a aussi des qualités comme la curiosité, la vivacité, le charme ou des choses comme ça. Ce sont des qualités typiquement françaises. Donc bref, personne n'est parfait et j'espère qu'on n'est pas les pires. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Insta ou sur Boosty et à aller voir la plateforme d'apprentissage de langue Logios pour les francophones qui veulent apprendre l'anglais ou le russe.